Monsieur Robinet, bonjour et merci de nous recevoir ici chez vous pour un peu parler d'une activité qui vous est très chère, c'est la culture du tabac. Et quand avez-vous commencé avec ça, le tabac? Disons que j'ai marié une fille de l'Asmois. Disons que suivant mes activités de loisirs, je m'intéresse au football. J'ai été jouer au football à Bohan. Donc, j'ai rencontré une fille là-bas. Et alors, les faits se sont faits que... on parlait du tabac de l'Asmois. À ce moment-là, c'était déjà le déclin. Je dis, par nostalgie, pour la région, je dis, ça serait peut-être intéressant de voir la culture. Et il restait encore 1 ou 2 planteurs sur l'Asmois. Et je m'y suis intéressé. À ce moment-là, le bourgmestre de la commune a lancé une action pour essayer de maintenir et de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour maintenir la culture du tabac. Je m'y suis impliqué carrément dedans. Et à ce moment-là, on était une vingtaine de personnes qui ont participé au projet, et je suis resté jusqu'à ce moment-ci, toujours dans le tabac. C'est à peu près dans quelles années, ça, à peu près? Dans les années 85, 86. Oui, d'accord, vous êtes resté dedans. C'est une activité complémentaire, je crois, hein? Ça a toujours été une activité complémentaire. Donc ici dans la région, c'était une région très pauvre. Les gens travaillaient soit dans le bois, soit à l'usine à Haute-Rivière, et les activités étaient... La vie était fort difficile et les activités pour rémunérer et compléter la vie familiale n'étaient pas toujours fort aisées. Donc il fallait trouver des compléments, et le tabac a été un appoint pendant pratiquement 100 ans ici sur l'Asmois. D'accord. Donc, et votre exploitation n'est pas nécessairement ici sur Nafréture, je ne pense pas. Nafréture a été le dernier village qu'on plante encore du tabac sur les hauteurs. Donc il faut quand même savoir que c'est une plante exotique, donc elle a besoin de chaleur pour pousser. Et ici sur les hauteurs, on est soumis au vent, on est soumis à conditions plus sévères au point de vue climatique. Donc l'Asmois, comme c'est une cuvette, le climat, on est dans un climat plus protégé, à l'abri du vent, et la chaleur est plus importante. Il faut savoir qu'ici, il y a parfois 5 à 6 degrés de différence par rapport quand on est dans les villages de l'Asmois que sur les hauteurs. Donc le tabac, il trouve son bonheur et il commence à pousser sur la... Est-ce qu'on a une idée à peu près quand a commencé l'exploitation du tabac ici, dans la région de l'Asmois? Mais disons que c'est un instituteur sur Arles-sur-Semois qui a commencé par un petit jardinet. Et puis il a vu que c'était faux, enfin que le tabac se développait, les gens le regardaient, et puis c'était par curiosité plutôt. Ah oui, justement. Et à ce moment-là, une fois qu'on a vu que c'était plus ou moins rentable et que la qualité était quand même au rendez-vous, à ce moment-là, les gens, ça commencé à se développer tout doucement, et ça a pris de l'ampleur, une ampleur extraordinaire. Est-ce qu'on a une idée quand ça a commencé au niveau de il y a un siècle, hein, donc, un siècle, donc je dis on a à peu près... La culture du tabac ici sur l'Asmois a duré un siècle, plus ou moins. Donc avec les apogées à partir de la Deuxième Guerre, et après je vais dire la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre. Quoi. Ouais, donc on peut dire que ça a commencé juste avant la Première Guerre mondiale, à peu près, quelque chose comme ça. Voilà, les plus gros... Et donc, c'est arrivé comme ça, ou bien est-ce que ça a remplacé une culture une autre culture qui ne marchait pas ou quoi, ou bien c'est un essai qui a été fait, puis ça est parti? C'est un essai qui a été fait, puis les gens ont vu qu'il y avait moyen de développer, et alors tout le monde, je vais dire, s'est senti concerné, ça a pris de l'ampleur. Je dis, sur une petite surface de terrain, on arrivait déjà à avoir certains rendements, donc c'était intéressant pour chacun de développer. Il faut savoir que toute la vallée ici sur l'Asmois, où vous voyez des sapins pousser, avant c'était du tabac partout. Voilà, tous les hectares, tous les arbres qu'on pouvait trouver étaient plantés de tabac. Ah oui, d'accord. Alors bon, ce tabac de l'Asmois, on le connaît, il est renommé naturellement. Est-ce qu'il portait un nom particulier, ce tabac? Est-ce qu'on lui attribuait un nom, une appellation? L'appellation du tabac, donc c'est le tabac semois, donc c'est son nom. Et alors ici, il y a eu on a essayé de l'améliorer tout ça. Et ici, on est dans la lignée 8. Donc il y avait la station à Libramont, il y avait des agronomes là qui essayaient quand même de développer. C'est un tabac qui reste toujours plus ou moins vers l'état sauvage. Tous les tabacs que vous voyez dans les grandes cultures et tout ça, ils sont plus développés, avec plus de rendement et plus de... Mais ici, le tabac de Semois garde un caractère plus ou moins sauvage, avec des rendements beaucoup plus faibles que les autres tabacs. Ah, d'accord.
les conditions atmosphériques y sont pour quelque chose, parce que si vous mettiez un tabac plus développé ici, comme on est dans une région où il y a de l'humidité, où il y a beaucoup de conditions, un séchage naturel, donc on dépend des conditions atmosphériques, et alors on est tributaire des conditions météo, et les conditions météo, quand c'est trop humide, vous risquez qu'à la fin du séchage, il reste la côte à faire sécher. Et alors là, s'il y a trop d'humidité et que le temps ne convient pas, vous risquez d'avoir de la pourriture. Et si vous avez un tabac qui est plus développé et plus gros, à ce moment-là, on n'arriverait pas à les sécher. Et même dans les exploitations que vous avez en France ou quelque chose, ici à Wervik, puisque là, il reste plus de planteurs, il y a encore 60 planteurs là-bas. Et vous avez un tabac qui l'achève à sécher. Donc d'abord, ils le font sécher dans les serres, et puis après, ils l'achèvent au four. Ah oui, donc ce n'est pas le séchage naturel. Ce n'est pas le séchage naturel. Mais on pourrait avoir les mêmes conditions ici, mais ici, on est toujours resté avec ce tabac-là, quoi. Comme ce sont des exploitations, des cultures qui sont très locales, hein, on va le dire ainsi, est-ce que le tabac a porté un nom particulier, par exemple en wallon, par exemple, dans notre langage wallon ou quoi? Parce qu'on appelle ça bien souvent l'herbe haricot, bon, mais c'est... C'était l'herbe... c'est tout dit le tabac qu'on disait. On disait tabac, le vrai tabac qu'on disait. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu des chansons même qui ont été faites pour le tabac. Il y a eu, ça faisait partie du folklore. La vie des gens était guidée par ça. Donc tout était tourné autour. Et il y a eu des chansons, il y a eu plein de choses qui ont été faites. On a pu parler, on a pu passer comme ça dessus tout à l'heure. On a parlé du début de l'exploitation du tabac ici. Est-ce qu'il y a une période, parce que malheureusement, je crois que ça chute un petit peu maintenant, depuis quelques temps, est-ce qu'on sait quand a été vraiment cette période faste du tabac et quand est-ce qu'elle a commencé à chuter et pourquoi? Disons que le boom que vous suivez, puisque c'est une culture qui est quand même contrôlée par les axes, donc on sait savoir les rendements et tout. On est assez précis, donc on sait revoir et on sait établir des tableaux. Et disons que dans les années 30 et jusqu'après la guerre, si on parle pendant la guerre, donc là il y a eu beaucoup de fraude, donc là on a tout le système de contrebande et tout ça qui a fonctionné, et ça fait partie du folklore du tabac. Mais c'est les années les plus importantes. Et le déclin est arrivé après la guerre, une fois que les Américains ont apporté la cigarette. Donc c'est une fois qu'on en a fait une consommation plus grande et plus avec la cigarette, là on a vu un déclin plus important. Popularisé, on va dire ainsi. Malheureusement, ici dans la région, il est arrivé aussi la maladie. Donc c'est une plante qui est sensible au mildiou. Donc, oui, ça aussi. Oui, donc les gens ont dû subir la maladie. Le traitement n'était pas toujours évident, mais dès que vous aviez la parcelle qui était attaquée, vous pouviez dire que votre récolte est à néant, donc c'était pas évident. Des ravages. Et alors, autre chose, c'était la mévente. Donc une fois qu'il a commencé le déclin, les fabricants étaient beaucoup plus sévères et ils laissaient parfois des récoltes de mévente, donc ça restait dans le grenier 1 an ou 2 ans. Et à ce moment-là, c'était plus intéressant pour les gens. La qualité, naturellement. Oui. Alors, ce qui se passait, il y avait des petits fabricants ici dans la région qui faisaient du troc, que je vais dire. On prenait le tabac, on donnait de la marchandise, on fonctionnait comme ça pour avancer. Est-ce qu'on a une idée, au moment de cet apogée, justement, de l'exploitation du tabac, est-ce qu'on a une idée du nombre de cultures, plus ou moins, à cette époque ici, dans la région, du moins? Bon, il faudrait que je retourne dans les livres, mais ça, on saurait dire la production, le nombre de tonnage produit et le nombre de planteurs. Ça, on saurait dire. Mais c'est des millions de tonnes. Hein, c'est des millions de plants, je veux dire. Ça fait une production énorme. Hein. Ouais. Et dans chaque village, il y avait une fabrique ou 2 fabriques ou 3 fabriques qui produisaient le tabac. Il y avait vraiment la fabrique sur place. C'était vraiment. C'est pour ça que dans les livres de géographie qu'on voyait quand nous on était à l'école primaire, on voyait dans la région Semois un petit tabac qui était dessiné. Mais c'était une situation économique qui était vraiment reconnue et fort développée ici dans la région. Et le jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2012, le jour d'aujourd'hui, les exploitations ont diminué, malheureusement, on en a parlé. Est-ce qu'il y a encore des fabriques sur place ou dans la région proche, je vais dire, des exploitations? Pour ce qui est pour la Belgique, ici, c'est particulier. On a dû faire, il y a un moment, une association avec les planteurs. On pouvait choisir ici la France ou
ou Wervik. On a préféré rester pour la Belgique. Et alors, c'est particulier ici sur la Smois, c'est qu'on a encore les fabriques. Donc normalement, quand vous plantez ici en Europe du tabac, vous devez trouver un premier transformateur qui achète votre tabac et qui est chargé de le remettre au fabricant. Et ici sur la Smois, on le met directement, donc le fabricant est directement le premier transformateur et le fabricant. C'est particulier. Et ici sur la Smois, on a encore la chance d'avoir, si on s'appelle encore jeune, parce qu'on vieillit quand même d'année en année, trois personnes de pratiquement notre âge qui ont pris une fabrique ou qui sont encore un peu plus jeunes que nous et qui produisent encore du tabac de la Smois. Alors, l'exploitation, elle fonctionne comment? Parce que bon, vous travaillez seul ou bien il y a un outillage. Comment est-ce qu'elle fonctionne, votre exploitation? Parce que bon, c'est quand même un travail assez important, si je peux bien comprendre. Ben, disons que la culture, elle s'échelonne sur toute l'année, donc elle commence au mois de mars. Donc là, il faut songer à préparer les semis. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc, le tabac, c'est une plante exotique. Donc, on n'a pas toujours les conditions qui sont remplies ici pour faire partir de la graine directement en plantation. Donc, il faut préparer la graine en pépinière. La graine, c'est votre travail aussi. Voilà. Donc, nous, on a la graine, on l'a fait pré-germer. Pour gagner du temps, on a des petits artifices qu'on a gardés des anciens. Donc, c'est de faire pré-germer sur la cheminée dans des bocaux la graine. Donc, on met du terreau. Et à ce moment-là. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de graines. Non. Sur quelques grammes, vous avez des milliers de graines. Donc, donc dans le bocal, vous mettez la dose qui vont être réparties après dans les couches. Donc, cette méthode-là vous permet de gagner 1 à 2 semaines. Si vous les semiez directement en couche, il ne partirait pas tout de suite. Tandis que sur la cheminée, après 2-3 jours, vous voyez déjà que ça commence à pointer. Et après, vous la répartissez, puis vous allez aller le mettre en semis. Donc, ici, on a travaillé. Vous pourriez avoir des tunnels maintenant en plastique, mais bon, on a gardé ici les couches avec des carreaux. Donc, c'est des bordures en béton avec des carreaux dessus. Et alors, on a préparé le semis, donc on a mis un terreau bien riche en dessous. Et alors, suivant les conditions météo, normalement, sur 5 à 6 semaines, le tabac sera levé et sera comme des salades. Et dès qu'il est comme des salades, on peut le repiquer. Ah oui, d'accord. Donc, les graines, elles viennent d'année en année, donc c'est des graines de l'année précédente que vous utilisez. En général, on fait comme ça. Sinon, on a un agronome qui suit toujours les cultures, qui est de la province de Namur. Et là, qui nous conseille et qui, eux, en serre, ils font des graines, donc chaque année, parce que bon, il faut quand même les trier, il y a quand même des saletés, tout ça qui peuvent arriver, donc il faut quand même prendre les graines les mieux développées, quoi. Alors, bon, on va revenir à... Je ne vais pas dire que c'est encore de l'artisanat, mais c'est pas loin, parce que le tabac, bon, est-ce qu'on sait le mécaniser? Comment travaillez-vous? Est-ce que c'est devenu mécanique, ou bien est-ce que vous êtes toujours avec des ouvriers, ou je ne sais pas comment Ici, donc, le développement donc, de la graine se fait donc, par semis. On va les arracher donc, après les 5 semaines que j'ai dit. Donc, on se retrouve ici fin mai, vers 20-25 mai. Les premiers plants vont arriver. Donc là, on va aller les arracher suivant l'évolution de la pousse. Et puis après, on les repique. Et là, on peut soit les repiquer à la main, soit on les repique à la machine. Mais bon, en général, quand on repique à la main, on quadrillait le champ, donc des carrés de 60 sur 60. À chaque intersection, on plantait un tabac. Donc, comme c'était une culture qui était contrôlée, les gens savaient bien sur 1 hectare combien il y avait de plants de tabac. Ce genre de travail ne se fait pas seul. Vous avez certainement des aidants, parce qu'il y a une équipe qui doit travailler là-dessus. Ben, disons que bon, j'ai quand même une famille qui est assez grande, puisque j'ai 4 garçons. Pour leur piquage, donc il faut une personne sur le tracteur et 3 sur la machine. Et alors, en général, il y a une personne qui reste derrière pour regarder s'il n'y a pas de temps en temps un raté ou quelque chose pour remettre un tabac. Ça arrive que, bon, une fois que c'est mécanique, une petite distraction, une chose qui a raté, il faut mettre le plan à la bonne place. C'est plus intéressant au fur et à mesure de suivre la machine que de repasser après sur tout le champ, voir parce que ça c'est... Donc c'est un travail qui est quand même plus ou moins saisonnier aussi, hein, parce qu'il y a une époque pour le tabac. Ou bien il y a une époque, il faut... Je ne sais pas. Donc une fois qu'on a parlé des 5 semaines, après c'est une culture de 100 jours. Donc le tabac va pousser sur 100 jours. Donc vous repiquez.
Après, donc, il faudra nettoyer, suivant. Donc, maintenant, on a de nouveaux produits qu'on met sur le champ pour faciliter la propreté du champ. Après, il faudra, quand le tabac arrive à maturité, il va avoir la fleur. Donc ici, pour le tabac de l'asthma, on écime le tabac. Donc si vous laissez développer le tabac avec la fleur qui se développe, ça fera une très très belle fleur, une belle plante. Mais bon, c'est pas intéressant pour avoir du bon tabac. Donc il faut qu'on écime le tabac. Et alors, ce qui se passe, c'est comme avec les tomates, à chaque intersection de feuilles, il y a un gourmand qui va arriver, et là, il faut les éliminer, parce qu'on appelle un gourmand, ça veut dire que c'est lui qui va prendre toute la nourriture. Donc, il faut les éliminer, il faut éviter que ça arrive. Et à ce moment-là, c'est un gros travail. Encore une fois, ici, on a travaillé dans les années 60 avec de l'huile à base de colza pour les brûler. Et maintenant, on a des produits à base qui viennent d'Amérique, à base de désherbants, donc à faible dose et qui brûlent les gourmands, donc et qui facilitent fameusement la culture. Oui. Est-ce qu'il y a un terrain qui est plus approprié ou l'autre pour le tabac? Parce que bon, la terre, est-ce qu'elle joue un rôle aussi? Bon, disons que c'est un tabac qui a besoin quand même beaucoup de nourriture, donc pour se développer aussi vite, en général, il vaudrait mieux avoir des terrains qu'on puisse changer et bien reposer pour qu'ils se développent. Et disons que moi, je travaille toujours sur le même champ, donc on fait des analyses de terre, on met l'apport d'engrais qui est nécessaire suivant ce qui manque dans le terrain. Pour lui apporter ce qu'il faut. Voilà. Alors, je suis allé chercher, avec l'aide de ma collègue ici, des mots dans le dictionnaire, parce que bon, moi je ne les connais pas tous, et je vois ici l'essimage. C'est quoi ça exactement? Ben, l'essimage, c'est, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est la découpe de la fleur. Donc le tabac va se développer avec, je vais dire, 22, je ne les ai jamais comptés, mais 22 feuilles, et puis il y aura la fleur au-dessus. Ah bon, on sait plus ou moins bien le nombre Oui, nous autres, on les arrête, et alors on laisse à peu près 17 à 18 feuilles. On ne les compte pas, hein, mais on sait à peu près, donc on coupe le bouton, qu'il restera 17 à 18 feuilles sur le tabac. Donc ça, c'est le coupage de la fleur, quoi, l'essimage. Et ça se fait à un moment particulier, ça? Ben, si vous repiquez votre tabac fin mai, début juin, ben, vous devrez le faire fin juillet, début août. Ça peut se faire par temps de pluie, par temps de sec ou bien... Ben, couper la fleur, il n'y a pas de problème. Disons, ce qui compte, vous n'êtes pas... Quand la fleur se développe, si vous arrivez à une certaine heure du soir, la fleur, les feuilles se referment, elles protègent la fleur. Donc vous devez éviter ça parce que vous devez rouvrir le tabac. Donc il faut y aller au matin pour avoir plus facile. Et alors en général, quand le tabac est un peu de rosée dessus, c'est plus facile aussi de faire le travail. Ça se fait tout à la main, ça? Tout à la main, oui. Ce qu'il y a qu'on doit en faire 12-13 000, à la fin, vous avez l'ongle qui se décolle et ça commence à faire mal, quoi. Ça fait son bien. Bon, il y a quand même, c'est quand même une plante qui produit du goudron et de la nicotine, et vous avez le produit avec la sève qui monte, qui vient se mettre dans votre ongle. On a des beaux ongles. Disons que ça reste quand même pendant 2 semaines qu'on est marqué. Alors, un autre terme aussi, c'est les bourgeonnements. Les bourgeonnements, ben, c'est l'étape normalement qui se faisait manuellement avant et qui est maintenant qu'on passe un peu outre puisqu'on met du produit dessus, mais c'était ce qu'on enlève, tous les jets qui revenaient, tous les gourmands qui viennent. C'est à peu près à la même époque que l'essimage, non? Ou bien c'était toute l'époque après l'essimage, quoi. Disons qu'à ce moment-là, c'était une époque, un passage qui était obligé et qui se faisait sur le mois qui restait, parce que si vous laissiez pousser des gourmands, et ils ne viennent pas tous... ça déforce la plante. Ça déforce la plante, et vous avez des gourmands qui viennent à la base du tabac et qui redémarrent du pied en bas. Il y en a qui viennent à l'intersection des feuilles, mais ils ne viennent jamais tous à maturité, tous à la même vitesse. Donc, il faut tout le temps être présent pour avec le produit, on n'a plus ces conséquences-là, quoi. Justement de produits, parce qu'on parle d'huile aussi. Oui, disons que l'huile, c'était le produit qu'on mettait pour brûler les gourmands, et c'était fait à base de colza. Disons qu'on n'est pas... Alors on en arrive, je crois, à la récolte finalement, hein, parce que après tout ça, ça évolue quand même, le tabac commence à monter, commence un petit peu à se mettre en place. Et comment sait-on que les feuilles de tabac sont prêtes à être récoltées là? Le tabac, c'est une culture de 100 jours, donc... c'est 100 jours ou à peu près?
Plus ou moins, c'est suivant l'ensoleillement, c'est suivant le... Et la récolte, bien sûr, se fait toujours à la main, alors. On est toujours en notre travail manuel, là. On est toujours à la main. Donc maintenant, il y a des petits motoculteurs qu'on a adaptés d'ici, on a des broussailleuses, mais il faut faire très attention quand on coupe le tabac de ne pas abîmer les feuilles. Donc il faut toujours des outils qui soient adaptés pour pas bousculer trop le tabac. Ouais. Disons qu'avant on coupait, donc les premiers tabacs qu'on a coupés, c'était avec un morceau de scie. Et qu'on avait installé un petit manche. Ouais. Et alors, à ce moment-là, on tenait le tabac et on donnait un coup. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est qu'on avait déjà le tabac en main, donc on savait le reposer sur l'autre pour gagner du temps. Tandis qu'après, il a développé une cisaille comme on a les cisailles pour couper les arbustes et tout ça, mais un peu mieux adapté, puisqu'on est quand même à ras du sol, donc elle était courbée pour aller chercher le tabac, quoi. Et alors, elle était un peu crantée pour accrocher le pied. C'est quand même un travail une fois qu'on est dans le tabac, qui est ça. Quand même, Même quand on pend et tout ça, quand on revient, on a les mains qui sont noires. Il y en a partout, quoi. Il y en a un peu partout. Alors, ces feuilles sont, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, elles sont déposées sur le sol et elles sont protégées par des sacs ou quelque chose comme ça. On les laisse comme ça sur le sol? Il faut juste faire attention que quand il y a trop de soleil, donc qu'il ne soit brûlé, parce que si le tabac, s'il tombe, vous avez le côté qui n'est pas exposé à la lumière, qui est un peu plus fragile, et si le soleil est trop chaud ou trop brûlant, il risque de brûler la feuille. Donc à ce moment-là, il faut faire quand même attention. À ce moment-là, on groupe les tabacs, on fait des tas. Mais sinon, il faut quand même laisser, avant de le travailler, donc avant qu'il rentre dans le séchoir, le laisser au moins une journée pour dire que les feuilles soient souples pour ne pas les abîmer, quoi. Oui, justement. Donc, une fois que ces feuilles sont plus ou moins prêtes à être traitées, je crois qu'on les enfile, c'est comme ça qu'on dit, hein? Disons qu'il y a deux méthodes de tabac. Ici, on est sur un tabac sur séchage sur tige, donc on laisse les feuilles accrochées à la tige, tandis que si vous allez du côté de la plante, là, on enfile les feuilles. Mais ça se fait sur 3 ou 4 étapes suivant la maturité des feuilles. Donc, ils commencent déjà au mois d'août, la feuille d'en bas est déjà bonne à récolter. Donc là, ils vont déjà dans le champ. Eh bien, ils repassent et ils font ça en 3-4 étapes. Tandis qu'ici, sur la semoire, on a toujours un tabac qui se coupe et qu'on met directement au séchoir. Et après, le travail se fera à l'hiver, une fois que les feuilles seront séchées. Ah, donc on ne les enfile pas directement à la récolte? On ne les enfile pas à la récolte. On a de temps en temps des guirlandes, c'est quand on voit des belles feuilles et tout ça qu'on ramasse et qu'on juge quand même qu'elle va passer dans la récolte. Ouais. Alors à ce moment-là, on fait des guirlandes. C'est pour ça qu'on parle de temps en temps de guirlandes sur la semoire. Et alors bon, c'était quand même un événement, ça, une fois que le tabac était enfilé, était en train de sécher. Est-ce qu'on n'avait pas, on ne fêtait pas ça un petit peu, la récolte, ou... Bon, c'était toujours... Fiesta au tabac, mais enfin bon... Je vais dire qu'il y avait des gens qui n'avaient pas ils ne savaient pas se payer comme un charroi et tout ça. Il y avait des gens qui étaient disposés à leur donner un coup de main. Et à ce moment-là, ce qui se passait ici souvent dans les Ardennes, c'est de boire la petite goutte. Ouais. Et alors, après le travail, en général, on aimait bien de boire un petit verre. Ça se fêtait un petit peu. Et ça se fêtait. Bon, il y a eu quelques fêtes comme ça réservées au tabac. Et comme c'était toujours la même époque, on était content que le travail était bien fait et qu'on pouvait se reposer un petit peu. Quoi. Ouais, donc c'était pas seulement une fête, un petit moment entre soi, on faisait quand même des fêtes bien caractéristiques pour la récolte du tabac. Voilà, c'est sûr. Ça se fait encore aujourd'hui? Bon, nous, on aime bien. On boit quand même le verre de la fin de récolte, donc il faut quand même récompenser les ouvriers qu'on donne un coup de main. Ben justement, il y a ça. Bon, ouais, je crois qu'aussi, il y a toute une équipe qui est tout autour. Hein, bon. Alors, on va commencer par parler du séchage maintenant. Est-ce qu'il y a encore des séchoirs? On en voit quand on passe dans la région, il y en a encore, mais est-ce qu'ils sont toujours en activité, les séchoirs à tabac? En extérieur, ici à Bohan, moi j'ai 2 séchoirs qui sont toujours en activité. Donc, sur un séchoir, on met à peu près 5, 6 000, 7 000 plants dans le séchoir. Donc, on a tout un système de montage de bois. On appelle ça des boudriaux. Donc, c'est des bois qu'on a des clous. Et alors, sur le bois qui est installé, on met 11 tabacs. Donc, après, il faut pour avoir une bonne récolte et pour avoir un tabac bien brun, il faut que le tabac ait quand même une certaine fermentation au départ.
Et quand vous les serrez dans le fond de l'hangar, donc vous allez installer tous vos bois sur les penderies, et là vous serrez au maximum vos tabacs, et vous devez surveiller pour voir au moment qu'ils vont commencer à jaunir. Parce que pour avoir un bon tabac bien brun, il faut que le tabac jaune. Si vous avez un vent du nord ou un temps fort sec, qui n'y a pas d'humidité du tout, vous allez avoir un tabac qui va sécher sur le verre, il sèche beaucoup trop vite. Alors c'est pour ça que c'est fort intéressant de les serrer quand même un jour ou deux dans le fond du séchoir avant de les installer dans tout le séchoir. Et alors, quand même encore beaucoup, alors, finalement, si je comprends bien, puisque bon, les exploitations sont quand même encore un peu actives, mais des séchoirs à tabac, on sèche toujours en extérieur, oui. On a toujours gardé ici sur la SMOA le même principe de séchage qu'il y a depuis 50-60 ans. Ces séchoirs, bon, il faut protéger naturellement le tabac, il est protégé parce qu'il faut le protéger de la lumière, enfin surtout de la lumière directe. La lumière, il faut éviter que le soleil brûle le tabac. Si vous avez trop de lumière qui vient dessus, le tabac va blanchir après un certain temps, donc il va perdre sa coloration. Mais jusqu'à un certain moment, il va garder sa couleur bien brune. Ce qui est plus dangereux, c'est trop d'humidité. À ce moment-là, vous risquez d'avoir des petits champignons qui pourraient venir se mettre dedans. Et là, vous avez un tabac qui pourrait noircir, une chose là, et vous perdez beaucoup de qualité. On a parlé à un moment donné de paillassons. C'était quoi ces fameux paillassons-là? Pour protéger justement Les paillassons, c'était soit les gens mettaient des volets, donc soit vous pouviez refermer votre séchoir. On parle toujours du brouillard de l'asthma. Donc quand vous avez un brouillard qui vient et qui rentre plein votre séchoir et que vous n'avez pas le soleil pour reprendre toute l'humidité après-midi, vous risquez de... Alors les gens avaient instauré des systèmes comme ça à volet ou à penderie, donc pour empêcher l'humidité de rentrer dans le séchoir. Justement, vous venez de parler de brouillard, de cette humidité qui rentre dans le séchoir, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est à l'air libre, donc ça rentre dedans. Est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps un petit peu aller voir les feuilles? Est-ce qu'il ne faut pas un peu les coller, les aérer ou... Disons qu'on est tributaire de toutes ces conditions-là, il faut faire fort attention, mais bon, s'il y a un problème, on n'est pas... Ça demandera encore beaucoup de main-d'œuvre pour aller corriger. Donc, disons que à Bohan, ça ne se fait pas tellement, mais sur les hauteurs, il allumait des feux de bois. Oui. Et alors, à ce moment-là, ça aidait quand même à finir le séchage du tabac. Mais alors, ce qu'il y avait comme inconvénient, quand vous faites trop de fumée et tout ça, le tabac prend la fumée et elle risque de rester dedans. Il y en a qui demandent du tabac fumé, mais bon, en général, comme ici... Au départ, c'est pas... c'est l'odeur. Dès que vous avez une odeur qui est dans un local, si vous allez stocker votre tabac dans un endroit où il y a des bêtes, le tabac va prendre l'odeur, elle va rester dedans. Alors, ce n'est pas intéressant. Pour le fabricant, va faire des bons parce que la qualité ne sera pas là. Il y a aussi eu des séchoirs, j'ai envie de dire, en dur, en maçonnerie aussi. Hein. Disons que c'est plus rare. Disons que la base du séchoir pouvait être faite comme ça parce que vous aviez des nivelés qui étaient tout à fait différents. Ah, oui. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est que les gens faisaient parfois des petites cabanes. Donc, comme vous étiez éloigné du village, au lieu de retourner et de perdre son temps sur le chemin, on faisait une petite cabane et les gens allaient feuiller dans la petite cabane pendant toute la journée. Au soir, ils revenaient avec leurs 2 ballots de tabac une fois que le travail était fait. Ouais. On parle des personnes qui sont dans les séchoirs et je ne sais pas si c'est une légende, mais enfin j'ai entendu parler, on a parlé aussi. Le séchage comme ça du tabac, est-ce que c'est vrai qu'il pouvait provoquer éventuellement la mort d'une personne qui était dans le séchoir? Ce qui était dangereux, c'est que, par exemple, que les bêtes viennent autour des cultures et que les bêtes en mangeaient. À ce moment-là, elles pourraient mourir. Ça, c'est dangereux. Ah oui, justement, c'est dangereux pour les animaux, pour ils ne peuvent pas bétail. manger. Oui, il faut faire très attention pour pas qu'ils traînent des feuilles. Je pense que s'il est en verdure sur le champ, pas de problème, mais une fois qu'il est en fermentation, ça pourrait être dangereux pour la bête. Donc voilà le tabac maintenant qui est sec, on le reprend, il y a toutes sortes de techniques encore de manipulation après. Parce qu'on parle de manocage, on parle de bottelage. Donc on est au mois de novembre à ce moment-là, donc les tabacs sont bien dans le séchoir aligné, sont bien séchés, ils sont prêts à être effeuillés. Donc effeuillés, ça veut dire qu'il faut trier les feuilles. C'est encore tout un autre travail.
Et disons que si on reprend l'époque plus ancienne et tout ça, c'était les longues soirées d'hiver que les gens passaient. Et on passait d'une famille à l'autre. Une fois qu'on avait fini une famille, on passait à l'autre famille. Et Donc on ça, c'est pour assembler les ça. feuilles, pour en faire des lots. Comment est-ce qu'on Donc, appelle ça? normalement, on doit trier les feuilles en 3 catégories. Donc, c'est la communauté européenne qui a exigé pour avoir un produit de qualité. Ah ouais. Et les 3 catégories se définissent comme ça. C'est les feuilles, la belle feuille, donc classée en première catégorie. Les feuilles qui sont abîmées et qui ont été un peu touchées suivant la manipulation et tout ça, ou peut-être abîmées à cause, mais qui sont toujours une feuille acceptable, on les met en deuxième catégorie. Et il reste les troisième catégorie, c'est toutes les petites feuilles. Donc la feuille d'en bas ou la feuille du dessus, et ça, vous devez les classer en fonction du... Si elles sont plus grandes ou plus petites ou abîmées ou pas abîmées, est-ce que ça joue sur la qualité du tabac, ça? Pourquoi est-ce qu'on fait des catégories comme ça? Les catégories c'est surtout pour le fabricant, parce qu'une feuille qui a été abîmée, tout ça, vous n'aurez pas, quand vous découpez votre tabac, vous risquez d'avoir, au lieu d'avoir un fil de tabac bien découpé, si elle est abîmée, ben, il risque de se casser et vous n'avez pas... Mais disons que la qualité, que ce soit des petites feuilles, des grandes feuilles, le goût sera toujours le même. Ben oui, c'est plutôt dans le problème. Qualité Et alors, une feuille qui est abîmée, bon, vous risquez d'avoir plus de poussière parce que ça tourne en poussière. De la perte, une fois que vous avez des feuilles qui sont plus abîmées, donc elle sera payée un peu moins cher. Ben, une fois que les feuilles sont triées, donc c'est un long travail, je dis, c'est quand même, je dis, on ne fait pas ça sur une journée, ça s'étale quand même sur plusieurs, et il faut plusieurs personnes pour pouvoir trier le tabac. À ce moment-là, quand on réunit toutes les feuilles avec une autre feuille, donc ça s'appelle une manoc. Oui, donc oui. Vous mettez une vingtaine de feuilles ou trentaine, c'est suivant la grosseur de votre main, ça dépend des personnes. Et alors vous réunissez toutes les feuilles avec une autre feuille, vous les liez, et à ce moment-là, vous allez faire des manocs. Vous allez les arranger au grenier, suivant les catégories que vous avez fait. Dans un grenier à ce moment-là. Vous dans un endroit sec, où il y a encore de l'air qui circule pour que s'il y a trop d'humidité, que ça puisse encore s'évaporer. Et vous ne ferez seulement vos ballots qu'au mois de fin janvier, février. Donc on passe l'hiver carrément avant de faire... Mais il y a je vous dis, si le tabac était en bonne condition, vous pourriez faire vos ballots directement. Hein, mais on prend des précautions. On prend des précautions. Cette année-ci, j'ai été relevé plus de la moitié des piles, et j'ai dû retendre tout sur des fils pour achever de les sécher, sinon les conditions étaient trop humides et il y aurait trop de pertes. Donc on est au mois de février, à ce moment-là, on prend une caisse avec 2 trous, donc il n'y a que les parois sur les côtés, et vous mettez des ficelles, et en fonction de la grandeur du tabac, vous arrangez votre tabac pour faire des ballots de plus ou moins de 17 à 20 kg de poids. Et à ce moment-là, il est prêt à livrer. Donc, c'est fini, c'est prêt. Il est prêt à livrer. Ce qu'il y a, c'est qu'on va venir prélever des échantillons pour le coter. Donc, il y aura encore une cotation qui va être faite par des gens qui connaissent le tabac et qui vont un petit peu, suivant la couleur, suivant la récolte. En général, on prenait toujours un échantillonnage moyen donc, de toutes les récoltes. Donc on travaillait soit, quand il y avait beaucoup de planteurs, sur une vingtaine de planteurs, on prenait un échantillon moyen, soit vous étiez classé au-dessus, soit vous étiez classé en dessous. Et d'une personne à l'autre, ça pouvait faire une différence de prix énorme. Oui, j'imagine, oui. C'est assez alors marquant quand même. C'est assez marquant, la différence de prix que vous pouvez avoir, quoi, disons que... Est-ce qu'on a une idée par rapport à une superficie bien déterminée, un hectare, ou je ne sais pas comment on peut déterminer ça, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut produire une culture comme ça Je vais dire, pour avoir 1 kilo de tabac, une bonne année, vous pouvez compter 12 à 13 plants pour avoir 1 kilo de tabac. Et ça peut aller jusqu'à 20 plants pour avoir 1 kilo, suivant les années, suivant les rendements que vous avez. Donc ça peut être fort. Et les prix, je vous dis, vous allez avoir des récoltes qui peuvent aller jusque... Moi, j'ai travaillé sur 75 cas. J'ai déjà eu des récoltes qui dépassaient 200 000 francs belges. Enfin, je dis 200 000 francs belges d'anciens francs belges. Et il y a des récoltes que vous n'y arrivez pas, donc c'était pas toujours évident, parce que je vous dis, la différence, suivant les catégories, ils peuvent vous faire chuter directement d'un point à l'autre. Votre tabac, il part, le vôtre, est-ce que vous avez une idée, s'il part plus pour la cigarette, le cigare, ou le tabac de la pipe? Le tabac de la SMA, essentiellement un tabac pour la pipe. Ah, donc au départ. Maintenant, ils font des mélanges.
pour la cigarette. Ouais. Donc, quand on met je vais dire que le tabac, ça reste un tabac noble. Donc, ça veut dire que c'est comme dans les grands vins, c'est un tabac qui se respecte, vous êtes dans la qualité de tabac ici, parce qu'il a un goût tout à fait particulier. Donc, ici, quand vous le mettez dans la cigarette, celui qui n'est pas habitué de fumer, il va dire il est trop fort, donc je ne sais pas si vous êtes fumeur ou pas, mais bon, c'est un tabac qui est très fort, qui est agréable à sentir pour les gens qui sont à côté. Oui, oui. C'est un parfum, mais alors celui qui le fume, en général, il pourrait, quand il n'est pas habitué à avoir des maux de tête, parce qu'il est plus fort, il est très fort. Je crois que chez M. Manil, il fait des petits bouchons qui peuvent remplir la pipe, que c'est comme un cigare, mais que vous pouvez adapter sur votre pipe. Et là, vous fumez du SMOA, c'est vraiment le SMOA qui est encore planté maintenant. On parlait justement de production, et c'est un peu à la mode pour le moment. Est-ce que justement l'Europe intervient dans les quotas ici, dans le domaine du tabac, du moins dans la semoire, parce que bon, c'est quand même pas des cultures énormes. Mais disons que ce soit partout en Europe, on est aidé de la même manière. Donc on a un subside qui vient de l'Europe, mais la politique actuelle de l'Europe, c'est fait pour qu'on arrête de planter. Donc on est Malgré tout, ici dans la région de la semoire, pour tout le monde, les politiques sont les mêmes. Donc on est tributaire d'un subside qui a été raboté de 60% encore l'année passée. Et il parle de le faire disparaître en 2014. Donc, si je comprends bien, on vous demande de produire moins. On veut carrément qu'on ne plante plus de tabac en Europe. Ça, c'est la politique actuelle de l'Europe. Donc on veut absolument qu'on ne plante plus aucun tabac en Europe, que ce soit en France, en Grèce ou en Italie, et que ce soit à Bohan ou au Portugal, d'un petit village, c'est la même chose. Donc la politique est la même chose. Disons que nous, pour le moment, on a eu pendant des années le contrôle des quotas qui nous pousse à avoir la qualité, à avoir telle sorte de tabac et de choses. Et puis maintenant, on est pratiquement à l'abandon parce qu'on ne veut plus nous aider. On est livré à nous-mêmes. Donc on est passé d'une extrême à l'autre. Ça veut dire que même livré à vous-même, vous ne pourrez à un moment donné plus produire de tabac alors? Ben, disons que si le fabricant, vous pourrez toujours planter du tabac, mais vous n'aurez plus l'aide de l'Europe. Voilà. Si le fabricant est d'accord de donner plus, et je pense qu'ici sur l'ASMO, ils seront d'accord de nous aider, donc le planteur sera toujours récompensé pour qu'on puisse continuer. Mais bon, il faudra qu'il donne au moins la différence que ce que l'Europe donnait, donc, pour qu'on puisse continuer. Est-ce qu'il existe, ou bien vous, est-ce que vous faites partie de ce qu'on pourrait appeler une coopérative justement au niveau des planteurs, au niveau de tabac? Ben, disons qu'ici sur l'ASMO, il y avait une union professionnelle, donc tous les planteurs étaient regroupés sur la même union professionnelle. Donc il y avait un président, il y avait une personne qui gérait, qui ont commencé à gérer tous ces subsides de l'Europe. Et maintenant, on est rattaché à un groupement qui est sous un bel tap. Et là, on est en direction d'un groupement sur toute la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Ah oui, parce qu'il y en a là-bas aussi. Ouais. Donc, les planteurs, on est toujours soutenus, on est toujours structurés pour être défendus et pour vivre le plus longtemps possible. La seule différence qu'il y a du côté de Wervik, c'est que les plantations peuvent être diversifiées vers l'horticulture, vers d'autres produits, puisque l'Europe veut bien qu'on change la culture et la mette, par exemple, dans la fraise ou dans les pommes de terre ou dans d'autres choses. Mais ici sur l'ASMO, comme on est tous les deux derniers planteurs qui restent, on n'a pas d'autre activité à implanter, donc ils nous laissent comme on est, quoi. Voilà ce qui répond un petit peu à la dernière question que j'avais préparée, puisque bon, enfin qu'on m'avait préparé du moins, c'est de voir, bon, est-ce que le tabac a encore de l'avenir, enfin vraiment, est-ce qu'on veut parler de l'avenir du tabac, comment est-ce que ça se dessine, ben, on est plus ou moins dans la réponse à ce que vous venez de dire, là. La réponse n'est quand même pas fort encourageante maintenant, parce que là, je vais dire que moi, quand j'ai commencé à planter, on avait quand même encore un subside pour des jeunes planteurs qui voulaient démarrer à planter. Et maintenant, même pour l'Europe, ils ne veulent même plus aider. Donc ceux qui avaient les primes l'ont toujours, mais celui qui commence, il n'a même plus de primes. Donc c'est impossible pour un jeune de démarrer, à moins que le fabricant... S'il a un fabricant qui s'intéresse à lui, bon, oui. Moi je pense que pour arriver que la culture continue, il faudrait que les fabricants s'impliquent encore un peu plus et à ce moment-là prennent la culture à leur nom et qu'ils travaillent un peu sous le même registre que les pépiniéristes et les choses comme ça, prendre des saisonniers. Il n'y a que cette solution-là qui pourrait
pour sauver continuer la culture, mais du tabac, oui. vraiment être planteur comme on l'est maintenant, comme indépendant, je pense que Ça devient très difficile, c'est fort, quand même. fort difficile. Ben voilà, Monsieur Robinet, moi je crois que j'ai fait le tour, c'était très gentil d'avoir consacré votre temps. Je ne sais pas si Annick a encore quelques questions peut-être à vous poser. Les variétés, est-ce qu'il y a des variétés de grains de tabac? Oui, il y a plein de variétés. Disons qu'ici, on est, comme je l'ai dit tantôt, donc on est resté sur le tabac semois parce que les gens qui gèrent le tabac ici à Beltap nous ont dit qu'il valait mieux qu'on conserve ce tabac-là. Et les autres tabacs, comme ici, demandaient des autres installations et des conditions plus modernes pour pouvoir les réussir. Donc on n'est pas prêt à investir dans d'autres cultures, donc on est resté dans les mêmes traditions de ce qu'on avait, quoi. Ici, pour le soma, ce n'est qu'une seule variété. Ce n'est qu'une seule variété, oui, que les fabricants prennent pour nous autres, quoi. Et alors, il y a encore du semois qui est planté à Wervik. Donc, il y a un planteur à Wervik qui plante du semois, qui plante la même quantité que nous de tabac semois, et qui a une très bonne qualité aussi. Ben voilà. Merci en tout cas. Encore un grand merci et bonne continuation et bon courage, comme on dit à Lich. Hein. Oui, bon courage.